Alors bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, je m'appelle Marie-France Zico. Je suis au départ enseignante agrégée de l'enseignement secondaire inférieur en français et histoire. Et j'ai une expérience de plus de 10 ans dans l'enseignement, et notamment en français langue étrangère, dans des écoles de la région bruxelloise avec des élèves primo-arrivants. Mais je suis actuellement formatrice au CMEA, au Centre d'entraînement méthode d'éducation active, formatrice en éducation permanente depuis 2003 et responsable d'un groupe de réflexion qui s'appelle Pour une éducation à l'égalité des genres depuis 2005 déjà. Et donc je suis Laura Van Vlasselar, et donc moi je suis là aussi en qualité de formatrice permanente au CMEA, donc en éducation permanente. J'ai également un diplôme d'institutrice, un master en sciences de l'éducation, et je suis aussi chargée d'exercice en méthode de recherche en sciences de l'éducation à l'Université de Bruxelles. Alors, notre venue cet après-midi a été décidée un petit peu au dernier moment. C'est pour ça qu'elle ne se trouvait pas dans le programme officiel de la journée. Et pour cela, nous voulons remercier la Direction de l'égalité des chances, Alexandra et Déborah, de nous avoir permis de venir vous rencontrer cet après-midi pour vous faire part des résultats de notre étude, autrement que par une publication, mais en vous rencontrant, en vous voyant et puis en écoutant vos questions et vos réactions. Voilà, donc en tout cas, encore un grand merci. Alors, on a parlé des CMEA. C'est un mot que vous allez entendre régulièrement dans notre bouche. Nous sommes militantes au CMEA. Les CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Alors, vous allez voir que mon regard va régulièrement se porter de ce côté-là, parce que je dois manipuler. Voilà. Non, je ne me permettrai pas. Les CMEA, un mouvement d'éducation nouvelle, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est né en 1936 en France, en 1946 en Belgique, c'est pas tout jeune donc, et qui vit des principes de formation et les fait vivre aux personnes, que ce soit en animation ou en formation. Un de ses premiers principes, vous le voyez là, c'est l'éducation s'adresse à toutes et tous, sans distinction d'âge, de culture, de conviction, de situation sociale et de sexe. Je rappelle qu'on est en 1946 quand ce principe a été écrit. Un deuxième principe qui est « Tout être humain peut se développer, se transformer au cours de sa vie. Il, elle, en a les désirs et les possibilités. » Un des premiers combats des CMEA en 1946 et dans les années 50 a été la lutte pour la mixité dans l'enseignement et dans la formation d'animateurs et ce qu'on appelait à l'époque les colonies de vacances. Alors 46, je vous projette un peu plus loin, on est en 2005. En 2005, on a été interpellé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait « À quoi joues-tu » Quelles pratiques éducatives construisent l'égalité entre les garçons et les filles. Je regardais juste dans quel ordre c'était mis, c'était bien les garçons et les filles. Au cours de ce projet, nous avons été amenés au CMEA à nous interroger sur où en est-on de cette égalité des genres, égalité des sexes, dont on nous dit que c'est un combat dépassé. Voilà. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas un combat dépassé, que ce soit au sein de notre propre institution ou de notre propre mouvement ou à l'extérieur, voilà, dans les livres, les jouets, etc. Je vous passe les détails par rapport à ce projet. En tout cas, un des premiers constats, et voilà, les stéréotypes sexués, sources de discrimination et d'assignation, sont encore bien présents et actifs dans notre société, et nous nous trouvons face à un véritable enjeu éducatif. Donc ça, c'était un constat, et suite à ce constat, on s'est dit on ne peut pas en rester là. Le projet, c'était sur 2 ans, mais ce n'était pas assez. Donc est né un groupe qui s'appelle Pour une éducation à l'égalité des genres, avec une double mission qui est de continuer à réfléchir à l'égalité des genres au sein de notre mouvement, mais aussi faire des actions de sensibilisation vers l'extérieur. Et pour cela, nous avons une formation que nous proposons aux enseignants, à tout public en fait, et nous faisons des actions de sensibilisation. L'important pour nous, c'est effectivement d'être en contact avec les personnes, avec vous. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, tout de suite pour continuer et entrer dans le vif du sujet, voilà, donc le sujet étant la question des manuels scolaires et des stéréotypes sexués qui y sont véhiculés. Quelques définitions à propos du manuel scolaire, et plus particulièrement une définition à dimension pédagogique et didactique. Alors, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais juste
voilà, pour redonner une petite définition, le manuel scolaire a pour vocation de faire apprendre, d'enseigner, de transmettre des apprentissages divers sous différentes formes et démarches. Alors, si on reprend la définition exacte du décret relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, qui a été promulgué en 2006, un livre imprimé destiné à l'élève s'inscrivant dans le processus d'apprentissage. Alors, voilà, on avait prévu toute une partie sur l'agrément, mais comme ça a été très bien expliqué ce matin, on vous passe cette partie-là. Alors, une deuxième définition qui est plus à dimension politique. En mai 2005, la ministre-présidente en charge de l'enseignement obligatoire à l'époque, donc Maria Arena, instaure le contrat pour l'école. Ce contrat a plusieurs objectifs, dont deux qui nous semblaient importants de parler aujourd'hui. 100% des jeunes de 14 ans devraient avoir leur certificat d'études de base, ainsi que la possibilité de réduire de moitié l'échec scolaire en primaire. Ce sont les deux objectifs principaux du contrat pour l'école. L'un des moyens imaginés pour atteindre ces objectifs, ambitieux et important, fut l'incitation à l'utilisation accrue de manuels scolaires, visant à favoriser une certaine démocratisation de l'enseignement. Ce qui nous fait penser que tout pousse les enseignants à utiliser les manuels scolaires dans le cadre de leur enseignement, et ce, dans le respect des objectifs à la fois du décret mission et du contrat pour l'école. Alors, au-delà de ces deux dimensions que je pense que vous avez tous en tête, tous et toutes en tête, puisque nous en avons beaucoup parlé ce matin, nous avons voulu ajouter une troisième dimension que nous avons appelée psychosociale. Parce qu'au-delà de cette visée politique, pédagogique, les apprentissages, c'est évident, nous trouvons qu'il y a une dimension importante qui est la prise en compte de l'influence des manuels scolaires sur la construction de l'identité sociale et donc sexuée des enfants. Et pour cela, on voulait vous faire part d'une définition qui nous a conduit, c'était notre leitmotiv pendant notre travail, c'était celle-ci. Voilà. Les manuels scolaires participent, au-delà de leur contenu didactique, non seulement à l'éducation à des élèves, mais aussi leur socialisation. Ils ont un rôle dans la formation des normes et des opinions des élèves. Ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé ce matin. Par contre, une dimension que je trouve importante à rajouter par rapport à ce qui a été dit ce matin, effectivement, il y a aussi des stéréotypes sexués dans les livres pour la jeunesse, il y en a dans les bandes dessinées, il y en a dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, mais le manuel scolaire, voilà, c'est ce qui se trouve écrit là, le manuel bénéficie d'une sorte d'autorité. C'est le livre des livres. Pour les élèves, il est infaillible. Et donc c'est là où nous trouvons important de parler spécifiquement des manuels scolaires. C'est parce qu'ils ne sont pas pris comme n'importe quel livre de la part des enfants. Ils sont pris comme des transmetteurs de savoir infaillibles, donnés par des adultes qui savent. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a trouvé important. C'est pas n'importe quel livre, le manuel scolaire. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé aussi ce matin de stéréotypes et d'assignation, avec des réactions très très intéressantes et des questions tout à l'heure. Les stéréotypes sont voilà, une vision réduite de la réalité. Ils induisent des comportements qu'on appelle assignation à celles et ceux à qui ils s'appliquent et forgent le regard des autres. Alors si je vous dis les femmes sont nunuches, les hommes sont violents, tout le monde va réagir en disant que c'est un stéréotype. On est d'accord? Si je vous dis que les femmes sont douces et les hommes sont forts, c'est aussi un stéréotype. Mais il nous conforte un petit peu, parce que c'est un stéréotype un peu doux, qui nous fait plaisir, qui à certains moments nous réconforte dans la manière dont on fonctionne dans notre couple, ou dont on fonctionne avec les gens avec qui on est. Et donc effectivement, c'est facile de voir des stéréotypes vraiment, je veux dire, presque caricaturaux. Mais nous, au niveau des CMA, nous trouvons tout aussi important de travailler sur les stéréotypes qui passent un petit peu plus inaperçus, parce qu'ils nous conviennent. Voilà. Alors, par rapport à stéréotypes et sexisme, une définition qu'on trouvait importante aussi, et puis on va venir au vif du sujet, je vous rassure tout de suite, on peut dire qu'il y a sexisme quand les textes et les illustrations des manuels scolaires décrivent hommes et femmes dans des fonctions stéréotypes qui ne reflètent pas la diversité des rôles. Le fait de nier la réalité sociale et historique dans sa complexité et sa diversité aboutit à une représentation caricaturale et unilatérale des images et des rôles masculins et féminins. Nous avons été invités, les CMA belges, à une rencontre à Paris
ici, cette année, en mars 2012, autour d'un colloque « Éducation à la parité, à la mixité et au genre ». Au cours de cette journée importante, nous avons eu le plaisir de rencontrer Nicole Mosconi, voilà, la boucle est bouclée, qui a présenté avec d'autres des résultats autour des manuels scolaires en France. Et puis on s'est dit, tout bêtement, tiens, en fond, en Belgique, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Voilà, parce qu'on entend beaucoup parler de recherche française, mais en Belgique, voilà. Et nous ne savions pas qu'il y avait un travail qui se faisait par la direction de l'égalité des chances. Et donc, on est revenu avec ce questionnement, voilà, chez nous, en Belgique, en 2012. Donc, on est vraiment sur l'ici, maintenant. Si on fait un petit peu par rapport à ce qui s'est passé depuis ce matin, on était dans l'histoire à un moment donné, on parlait des autres pays, etc. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est un focus, Brum, voilà, nous, maintenant, ici. Et on a commencé nos recherches, voilà, c'est un petit peu, c'est du travail de militant, hein, on n'est pas chercheuse de formation. Donc on s'est dit, on va d'abord aller jeter un coup d'œil à la Bibliothèque nationale, hein, avant de commencer à acheter plein de bouquins. On va d'abord aller voir là, et puis on va voir s'il y a matière ou pas. Ben voilà, on a passé une après-midi, et puis on s'est dit, on va quand même travailler là-dessus, parce que peu importe le livre que l'on prenait en main, de la matière, on trouvait quelque chose. Donc on s'est dit, il faut qu'on réduise notre champ. On est 2, on a peu de temps, on a 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Alors, effectivement, comme le dit Marie-France, nous ne sommes pas chercheuses, et donc c'est vrai que notre étude a un caractère exploratoire. On a vraiment cherché à explorer ce qu'on pouvait trouver, alors avec une certaine méthodologie quand même, mais ça reste de l'exploratoire. Alors, 2 objectifs principaux pour mener cette étude. D'abord, déterminer s'il y a effectivement présence de stéréotypes sexués dans les manuels scolaires, mais aussi, le cas échéant, déterminer sur quoi portent les stéréotypes et quelles sont les assignations qu'ils véhiculent. Voilà. Alors, effectivement, au niveau de la méthodologie, compte tenu de la visée politique que nous avons, il nous paraissait fondamental de toucher les maisons d'édition aussi et le public qu'elles visent. Alors, effectivement, 2 parties, l'une quantitative, je ne me trompe pas, l'une quantitative, sur base d'une grille d'analyse permettant de repérer et de quantifier l'apparition de stéréotypes de genre et des manuels consultés, et l'autre qualitative, permettant d'analyser le contenu et de décrire plus en profondeur à l'aide d'exemples choisis, sur lesquels nous reviendrons. Alors aussi au niveau du corpus, donc effectivement le corpus est assez limité. Notre étude s'est arrêtée sur les manuels de français. Alors dans le fondamental, parce qu'effectivement c'est quand même la base de l'apprentissage des enfants, nous avons été attentives à choisir des manuels qui allaient tant dans les différentes disciplines du français, donc la conjugaison, la grammaire, la lecture, l'écriture, le vocabulaire, etc., etc. On a donc décidé de faire effectivement l'impasse sur d'autres matières enseignées pour vraiment se focaliser là-dessus. Alors, nous avons analysé au moins un manuel par année, donc en essayant de faire en sorte de balayer tout le primaire, de la première à la 6e primaire, pour effectivement pouvoir déterminer si les stéréotypes se véhiculent dès l'entrée dans le primaire et dans l'enseignement obligatoire, et s'ils sont persistants jusqu'en fin du cycle aussi. Alors, au-delà de l'aspect exploratoire et aléatoire de notre recherche, nous avons aussi décidé d'analyser au moins 2 ouvrages de chaque maison d'édition et de faire une analyse plus quantitative d'une maison d'édition afin de percevoir s'il y avait effectivement l'existence ou non d'une ligne éditoriale dans une maison d'édition en particulier. Donc, en première année, 2 manuels de lecture. En deuxième année, un manuel de lecture, 1 de grammaire. En troisième, 1 de conjugaison, 1 de vocabulaire. En quatrième, 1 de lecture, 1 de vocabulaire. En cinquième, 1 de grammaire, 1 d'expression écrite, 1 d'orthographe. Et en 6e année, 1 manuel de grammaire et 1 d'exercices généraux de préparation au CEB. Alors, venons-en à la grille d'analyse dont nous avons déjà parlé. Nous avons pris un double questionnement. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans la partie militante de notre travail. C'est un premier questionnement quantitatif. Combien est-ce qu'il y a d'hommes, de femmes, de filles, de garçons dans les manuels? Voilà, et ça c'est un travail de bénédictine, de pointer, boum, chaque fois qu'on voit une image, hop, chaque fois qu'on voit un prénom, chaque fois qu'on voit un nom de métier, voilà, quantitatif.
Ça va? C'est pour ça que ça a pris 6 mois, entre autres. Ça, c'est un premier questionnement. Et on n'a pas voulu se contenter de ça. On s'est dit, ben voilà, au-delà du nombre, combien il y en a? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ou elles font? Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Voilà. Donc là, on est sur plus ce que nous, on appelle les données qualitatives. Alors, on a travaillé sur 2 axes, un petit peu comme ce qui était dit tout à l'heure, donc je vais pas m'attarder là-dessus. D'un côté, la promotion de l'égalité des genres, de l'autre côté, la présence ou non de stéréotypes sexués. Alors, le point de vue quantitatif, alors c'est là que ça va être complexe. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je le craignais un petit peu. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Voilà, hop, et je vais vous les lire si vous êtes d'accord. Oui? Vous voulez? Une analyse? Oui? D'accord. Alors, je vais essayer d'être rapide. Au niveau du qualitatif, donc, je vous ai dit, on a calculé le nombre d'illustrations. Il y en avait au total 421, 234 garçons, 98 filles. Alors, quand on voit la 3e colonne, je vais vous expliquer comme ça. On va se passer des chiffres. Au niveau des illustrations, on a voulu pointer combien il y avait de garçons ou d'hommes tout seuls, catégorie 1, combien il y avait de filles et de femmes toutes seules, catégorie 2, et combien il y en avait où on les voit les deux ensemble. Parce qu'on trouvait que c'était intéressant aussi d'analyser, de voir à un moment donné, tiens, à quel moment ils sont ensemble, voilà, et pour faire quoi, etc. Donc ça, c'est un premier critère. Les prénoms, filles, garçons, les deux ensemble. Gilles et Julie, François, Françoise, voilà, même chose. Référence à des personnages célèbres, voilà, ça parle de soi. Référence à des auteurs, fréquence d'utilisation de noms de métiers, même chose. Métier au masculin, métier au féminin, les deux féminisés. Alors ça, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais dans l'étude complète, je pense que, en tout cas pour les futurs enseignants, je pense que ça c'est vraiment intéressant, le reste aussi, hein, mais que vous, parce qu'on ne va pas en parler aujourd'hui dans les chiffres, c'est la fréquence d'utilisation de consignes destinées aux élèves. Comment est-ce qu'on leur parle à ces élèves? Alors c'est l'impératif quasiment partout, hein, on est bien d'accord, mais à certains moments quand même, il y a des petites phrases, et là on se rend compte qu'elles sont essentiellement au masculin, 54%. Alors, les consignes destinées aux enseignants, vous voyez dans les manuels d'explication du maître, hein, ben voilà, je l'ai dit, effectivement, on parle encore du maître. Là, c'est 100% au masculin. À aucun moment, on ne parle d'enseignante. Au niveau du qualitatif, référence à la parentalité. Alors, combien de fois on fait référence au papa ou au grand-père, au père, à la maman, à la grand-mère, et combien de fois on fait référence aux deux, c'est-à-dire papa-maman ou bien les parents. Présence d'enfants avec un adulte qui n'est pas forcément son papa ou sa maman. Donc, combien de fois est-ce qu'on voit un homme, une femme avec un enfant en relation? Voilà. Tout ça, vous allez le voir sur des camemberts après. Hein. C'est pour ça que je vais vite, d'accord? Alors, les stéréotypes qui portent sur la tâche, sur les apparences, sur les compétences, capacités attendues et sur les défauts et qualités. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, hop. Et on gagne du temps. C'est magnifique. Hop. Et on a bien fait ça. Hein. Alors, au niveau du premier constat, premier constat quantitatif, les femmes sont sous-représentées dans l'ensemble des manuels scolaires par rapport aux garçons et aux hommes. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le petit camembert derrière, effectivement, les hommes sont en bleu, les femmes sont en rouge, et lorsqu'on représente les deux ensemble, c'est en jaune. Alors, on va tout de suite passer à quelques exemples un peu plus en images. Voilà, donc ici, vous voyez, sur la droite de l'écran, ce sont des petits garçons. Sur la gauche, il y a une petite fille et un petit garçon. Voilà, et donc, sur tous les enfants représentés, une petite fille. Ici, dans l'apprentissage de l'écriture, 3 garçons. Alors, comme tout à l'heure, les exemples que nous avons pris, je ne vais pas parler de qualité pédagogique. On n'est pas sur les apprentissages et les compétences. Voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on s'est focalisé sur les stéréotypes et donc les exemples qui sont là. Alors, on aurait pu en prendre 543, on en a pris 2. Voilà. C'est comme tout à l'heure, quoi. Ça va?
Alors, donc, au niveau des personnages célèbres masculins et féminins, mais là, le constat est encore plus flagrant. Donc, toujours les hommes en bleu et les femmes en rouge. Alors, effectivement, Zorro est souvent présent. Voilà, donc c'est vrai que c'est un personnage qu'on a beaucoup retrouvé au cours de l'étude. Donc, il est à la fois, là, vous voyez, hein, le Z avec le petit personnage, et puis à gauche, sous forme de déguisement. Alors, dans un exercice sur la ponctuation, effectivement, ici, vous avez Eddy Merckx, Ayrton Senna, Michael Jordan, Mark Spitz et quand même Nadia Comaneci. Donc, les manuels sont tous datés entre 2010 et 2012. Voilà, donc ce qui n'est pas si vieux que ça. Ce qui est intéressant, effectivement, je viens de l'entendre dans la salle, ce qui est intéressant par rapport à la phrase « au-delà qu'elle est toute seule », c'est qu'on se pose la question si c'était vraiment une sportive de haut. C'est la seule pour laquelle on se questionne, en fait. Alors, ici, donc, référence à des auteurs, effectivement, à nouveau, toujours les hommes en bleu et les femmes en rouge. Donc, ce sont souvent, effectivement, des auteurs masculins, et les plus retrouvés sont La Fontaine, Saint-Exupéry, et pour les BD, Peyo et Hergé. Alors au niveau des illustrations, donc toujours les garçons en bleu, les filles en rouge, et lorsque les deux sont représentés ensemble, en jaune. Voilà. Donc ici, vous avez une image où il n'y a que des petits garçons. Ici, donc, les deux sont effectivement représentés. Donc, c'est une séquence d'habillage. Donc, Justine a des bas collants, Olivier a des bas jaunes, et dans l'image suivante, Justine a une jupe sur ses bas collants et Olivier a un pantalon au-dessus de ses bas jaunes. À nouveau, ici, un personnage. Donc là, c'est plus, on parlait de personnages récurrents dans certains manuels. Donc, celui-ci est un personnage récurrent qui revient au fil des manuels en question. Alors ici, un petit peu différent, donc une fille et un garçon représentés. La petite fille est effectivement habillée en pantalon, bon, elle a les cheveux longs, mais elle est quand même habillée en pantalon. Par contre, c'est effectivement elle qui pose la question et le petit garçon qui y répond. On y reviendra plus tard, mais j'attire votre attention sur ce détail au niveau de la représentation. Un deuxième constat, je suis toujours sur le quantitatif, là. Les femmes sont plus représentées dans le rôle de mère que les hommes dans le rôle de père. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais dit qu'on comptait, mais voilà. Donc, 24% les pères représentés. Alors, je me suis trompée. 24% d'hommes représentés avec un enfant. Ça va 69% de femmes représentées avec un enfant, et les deux ensemble, 9%. Alors, ce qui est intéressant à remarquer aussi, là encore, c'est un exemple parmi d'autres, c'est que même si, regardez ces deux images, le papa est représenté avec son enfant. Alors, vous n'arrivez pas à lire le texte, mais parce que c'est trop petit, mais en tout cas, les attitudes et la manière dont l'enfant entre en relation avec son papa ou avec sa maman sont complètement différentes, et ça, on y reviendra aussi. Voilà. Alors, cet exemple-ci, c'est un exemple qui concerne un exercice d'organisateur du texte. Et alors, on parlait tout à l'heure de quand ça date, hein, donc il n'y a pas longtemps en fait. Ça date, voilà, on l'a dit, entre 2010 et 2012. Et on parle de la mère Denis qui a terminé sa lessive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors que ça n'a aucun intérêt pour l'exercice ou pour ce dont on est en train de parler, on parle quand même de la mère Denis, voilà. Et un petit peu plus bas dans le texte, on parle de la ménagère, pour parler de la mère Denis. Donc ça, inutile de vous dire que la mère Denis, elle a été comptée dans chaque fois qu'on fait référence à la mère. Un autre schéma, un autre camembert, les références à la parentalité, vraiment cette fois-ci. Chaque fois qu'on dit père ou papa, 27%. Chaque fois qu'on dit maman ou mère, 54%. Chaque fois qu'on fait référence aux deux, 19%. Voilà, je continue. Quand on parle du papa, effectivement, on y reviendra. Ben, ici, il y a un exemple, effectivement, où il débarrasse l'abri de jardin. Alors, cet exemple-ci, qui est autour de l'impératif, ce qui est intéressant à noter dans cet exemple-ci, c'est pour ça qu'on vous l'a mis aussi, c'est qu'il y a les trois manières de citer. Hein. À un moment, on dit « donne la main à ton papa », vous voyez la phrase « c'est » là, et dis-lui « bonjour ». La phrase « embrasse ton papa et ta maman », et
devant tes parents, chante une jolie chanson. Ce qui est à noter quand même, c'est le papa, c'est le seul à qui on donne la main pour dire bonjour. Alors, un troisième constat quantitatif, voilà, vous allez le voir tout de suite dans les chiffres. Les noms de métiers sont majoritairement associés à des rôles masculins, on en a déjà parlé ce matin. Voilà, les chiffres sont là. Donc, de nouveau, travail de bénédictine. 81% des noms de métiers évoqués sont au masculin, 15 au féminin et 4 féminisés, donc les deux ensemble. Alors, de quel métier on parle? Ça aussi, on verra ça dans le qualitatif. Voilà un exemple. Alors, cet exercice-ci est intéressant parce qu'on ne l'a pas compris, en fait. Voici une liste de noms. Donc, on peut dire, il faut dire si le mot est masculin ou féminin. Et l'exemple donné, c'est le mot gomme. Alors, forcément, on peut dire une gomme, donc c'est féminin. Mais quand on regarde les exemples qui sont en dessous, ben, on se dit, on peut les féminiser ou les masculiniser. Donc, voilà. En tout cas, là, ils sont aux deux. Un exercice de vocabulaire qui est assez intéressant. On constate qu'en fait, le boulanger, le pâtissier, le boucher, donc les métiers manuels sont au masculin. Par contre, ce qui est autour de l'art, pianiste et musicienne, celle qui joue de la guitare et celle qui joue du piano, voilà, ça c'est au féminin. Des métiers un peu marginaux, dirons-nous. Alors celui-ci, on voulait vous montrer aussi parce que c'est une petite perle. On parle beaucoup pour le moment avec les élections, hein. On est en plein dedans de parité, de quotas, de bourgmestre, de la bourgmestre. Ben voilà, là il y a un exemple. En Belgique, un maire s'appelle un bourgmestre. Par contre, juste en dessous, le cœur d'une mère est généralement plein d'amour. Alors, un quatrième constat, pour ce qui est du quantitatif, les filles, les femmes sont majoritairement associées à la sphère privée et les hommes, les garçons sont majoritairement associés à la sphère publique, c'est-à-dire à l'extérieur du domicile. Et nous y avons compris ce qui concerne le jardin et les espaces extérieurs à la maison, mais aux alentours de la maison. Alors, un premier exemple, donc c'est en dessous de l'écran. Ta maman a préparé une bonne tarte. Papa utilise un râteau pour ramasser les feuilles. Alors au niveau des résultats, donc, vous voyez que toujours les hommes sont en bleu. Au niveau de la sphère privée, on est ici, hein, donc la maison, le domicile. Les hommes sont en bleu, les femmes sont en rouge, et lorsqu'on retrouve les deux ensemble, c'est en jaune. Donc 31% pour les hommes, 51% pour les femmes, et les deux ensemble, 17%. En ce qui concerne la sphère publique en bas de l'écran, donc l'extérieur du domicile, les hommes en bleu, 66%, les femmes ou les filles, 24%, en rouge, et en jaune, les deux ensemble, 10%. Dans le camembert du dessous, vous pouvez constater que, en ce qui concerne les représentations, donc si on regroupe effectivement filles, femmes et les deux ensemble, on est à peu près à 30%, mais que c'est la moitié des représentations des femmes, finalement, qui se retrouvent à l'extérieur du domicile avec un autre personnage. Alors, ici, donc, les petites illustrations. Papa est en train, dans le jardin avec sa pelle, et on voit une femme à la cuisine. Alors, il n'est pas expliqué dans l'exercice que c'est une mère, donc on en conclut que c'est une femme, sans être mère spécialement. Alors, ici, donc, c'est une partie de cartes. Voilà, donc les parents, les voisins vont se réunir le vendredi pour jouer aux cartes. Ce soir-là, notre maman reste dans la cuisine, elle prépare des tartes. On est en 2012, hein. Voilà. Et elle apparaît souriante en portant les deux tartes pour ses enfants. Alors, le point de vue qualitatif. Alors, d'un point de vue qualitatif, effectivement, nous avons voulu croiser ces chiffres, parce que voilà, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, mais en même temps, ils ne parlent pas suffisamment. Quand on dit, ben voilà, 55% des garçons dans la sphère privée, dans la sphère publique, pardon, et 45% des filles, on peut s'en tenir là. Mais en même temps, ce qui sera intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur. Est-ce qu'ils font la même chose, outre le fait qu'ils sont sortis, d'accord ? Est-ce que les filles et les garçons font la même chose une fois qu'ils sont dehors? Même chose pour la maison, de dire quand ils sont à l'intérieur, est-ce qu'ils font les mêmes activités? Donc c'est ce que nous appelons les résultats qualitatifs, de croiser ces données quantitatives avec ce qu'ils font, ce qu'ils ou elles font. Une première conclusion, pardon. Ces trois conclusions donc on va vous présenter aujourd'hui assez rapidement tournent autour de l'exercice de la tâche,
qu'est-ce qu'ils ou elles font, les compétences capacités, qu'est-ce qu'ils ou elles sont capables de faire, et les qualités ou les défauts attribués, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ou elles sont. Une première conclusion, si les assignations autour de la tâche au niveau des chiffres sont relativement semblables, hein, les chiffres, voilà, 57% pour les garçons, 42% pour les filles par rapport à ce qu'ils font. Par contre, la nature des tâches est très très différente. Alors, au niveau des tâches assignées aux garçons, est-ce qu'on le dit là, on ne le suce pas de notre pouce, hein, je veux dire, voilà, on a toutes les grilles, on a toutes les images, on a toutes les phrases, on pourrait avoir accès à toutes les informations. Les tâches assignées aux garçons sont liées aux aspects de force physique, beaucoup de soldats, beaucoup de sportifs, beaucoup d'activités extérieures, aux aspects de sphère publique. Voilà, on l'a dit, ils font du sport, des activités extérieures dans le jardin, ils voyagent beaucoup, et avec cette merveilleuse assignation au niveau de la tâche qui est l'obligation d'avoir un travail rémunéré pour faire vivre sa famille. Les tâches assignées aux filles sont liées aux aspects, toujours au niveau des tâches, cette fois-ci au niveau de la précision et du soin dans la tâche, la minutie, la rigueur, la propreté, etc. Et dans la sphère privée, beaucoup autour des enfants, du ménage, avec cette merveilleuse assignation qui est le pendant de savoir faire la cuisine. Alors, un vecteur d'assignation qui est relativement présent partout dans les manuels, c'est le vecteur des jouets. Les lettres à Saint-Nicolas, les lettres à Père Noël, sont vecteurs d'énormément d'assignations. Ici, un exemple parmi d'autres. Une trottinette pour Juliette, tiens, c'est bien, elle est à l'extérieur. Un camion pour Léon, une dinette pour Annette, etc. Et puis alors, vous avez les prénoms à côté auxquels il faut associer. Et on se rend compte qu'à un moment, les enfants sont obligés d'associer le prénom féminin à un jouet dit féminin. Par exemple, la poupée, c'est pour André. Voilà. Alors ici, c'est un exemple aussi qu'on trouvait intéressant de vous montrer. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un exercice où il faut faire E, E, R à accent, donc les homophones. Et donc je vais vous lire la phrase. Il est allé se coucher à 8 heures pour être bien reposé. Avant d'aller se mettre à l'affût, donc il part à la chasse, il a promis à son épouse de ne pas revenir avant d'avoir trouvé quelque chose à manger. Alors ici, un exemple qu'on trouvait intéressant à vous montrer aussi, qui se passe dans une maison. On trouve intéressant parce qu'au niveau de la tâche, c'est vraiment intéressant de regarder ce que font la maman et le papa. Donc ils sont identifiés, hein, il y a le nom écrit à côté. Donc la maman est en train de laver la voiture, le papa fait la cuisine. Nous reviendrons à cet exemple-là plus tard. Alors une deuxième conclusion, donc effectivement autour de la nature des compétences et capacités attendues. Donc effectivement au niveau quantitatif, on a trouvé des résultats relativement semblables, mais en termes de compétences attendues pour les garçons et pour les filles, c'est très différent. Donc pour les garçons, on est plus face à des notions de protection, donc force physique, défendre, faire la guerre, faire vivre sa famille, de responsabilité, donc travail extérieur, paiement des factures, et d'autorité. Donc c'est la personne qui est chargée des punitions et des sanctions. Au niveau des filles, donc, il y a l'éducation des enfants, donc le fait qu'effectivement au niveau des jouets, ce soit systématiquement des poupées, des dinettes, etc. Elles sont aussi représentées en tant qu'enseignantes, institutrices, en tant que mères, et donc dans des tâches relatives aux soins. Il y a le souci des apparences aussi, donc l'hygiène, le fait de se regarder beaucoup dans le miroir, le goût artistique, le relationnel, et les tâches ménagères, la cuisine, le rangement, la propreté. Donc effectivement, on revient à l'exemple que Marie-France vous expliquait juste tout de suite, parce qu'effectivement, papa est toujours à la cuisine et maman toujours en train de laver la voiture. Mais au-dessus, vous ne voyez pas bien, mais en fait, papa doit quand même payer la facture d'eau, donc il faut faire attention. Alors, ici, donc, un exemple, effectivement, de représentation de la femme. Donc, elle est en train de lire une poésie, et en fait, c'est une recette pour faire une poésie. Donc là, on a effectivement deux pendants, à la fois la poésie, le côté sensible, et la recette, donc le côté ménager. Donc ici, à nouveau, des illustrations. Donc, un petit garçon au-dessus, un petit garçon en bas, une petite fille au milieu. Alors ici, dans un exercice d'orthographe, donc... Effectivement, dans la...
Dans la troisième phrase, en 5e année, on se trouve au 3e de l'école primaire. C'est l'année où les filles commencent à mettre des bas nylon. Ici, donc, c'est tout à fait dans l'encart en haut de l'exemple, donc au niveau de la consigne. Donc, c'est un exercice où les enfants doivent s'entraîner à faire des dessins un peu spécifiques. Et donc, effectivement, la consigne dit « À toi, explique à ta petite sœur, puis à tes copines, comment procéder pour réaliser des motifs. » Voilà. Donc, alors ici, donc, représentation garçon-fille. Donc, au niveau du dialogue, Thomas demande à Caroline « Veux-tu venir avec moi à la fête ?» Donc, il l'invite à sortir de la maison. Caroline répond « Oui, j'ai un beau déguisement de papillon. Il a une belle couleur. Et toi, Thomas, c'est une surprise. Thomas a une bonne idée. Il va faire peur à Caroline avec son masque de gorille. Vivement samedi. » Et donc, aussi dans la représentation, c'est le petit garçon qui a la bulle, qui réfléchit. Une troisième conclusion qui tourne cette fois-ci autour des défauts et des qualités. Alors les chiffres, encore une fois, les assignations entre des défauts et qualités attendues les chiffres sont relativement équilibrés. 43% sur les garçons, 56% sur les filles par rapport à ils ou elles sont. Si je vous dis une fille, elle est comment? Si je vous dis un garçon, il est comment? Vous allez me répondre probablement un stéréotype. Eh bien, effectivement, les qualités et défauts des garçons et des hommes tournent autour des notions de courage. Les garçons, ils sont courageux. Voilà. Braves, téméraires, l'aventure, ils sont garnements. Autour de la force physique et affective. Donc ils sont forts et en même temps ils sont forts de caractère aussi. Face à des émotions, face à la douleur. Un garçon, ça ne pleure pas. Ça se retrouve dans les manuels, cette phrase-là. Une phrase qui dit « Un garçon ne montre pas ses émotions ». C'est écrit, noir sur blanc. Alors ça, c'était par rapport aux qualités attribuées. Par rapport aux défauts, les garçons, ils sont négligents. Dans leurs apparences, dans les tenues vestimentaires, ils perdent leurs affaires. Dès qu'il y a une affaire qui est perdue, c'est un garçon. Ils manquent de soins, ils sont fainéants et ils manquent d'assiduité et de rigueur scolaire. Par rapport aux filles, au niveau des qualités attribuées, elles sont sensibles, physiquement et affectivement. Au niveau de la douceur, tendresse, voilà. Mais du coup aussi un manque de résistance. Combien de fois avons-nous lu la fillette? Le garçonnet, on l'a vu à aucun moment, mais la fillette, c'est un terme qui revient régulièrement. La fillette est vite fatiguée. Ça, c'est des phrases qu'on revoit régulièrement aussi. Un manque, et au niveau des qualités attribuées, les filles sont belles, et elles font tout pour le rester. Voilà. Souci du physique, mais aussi un goût de l'esthétique, de ce qui est beau. On aura des comédiens d'un côté, mais des décoratrices de l'autre. Voilà. Tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Et enfin, les filles, pour quand même donner un défaut, elles sont maladroites. Elles ont, au niveau de la motricité fine, au niveau du manuel, elles sont pas au top. Elles n'ont aucun sens de l'orientation. Là, je vous apprends rien. Les femmes, eh ben oui, ça se confirme dans les livres, effectivement, les femmes n'ont aucun sens de l'orientation. Alors, quelques exemples ici. Dans une lettre, on aurait pu en prendre d'autres. Dans une lettre de Mathilda et de Léa, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Eh bien, du parfum, un t-shirt, un foulard, un livre, parce que les filles, ça aime bien lire. Alors ici, un chouette exemple. On se dit, tiens, il y a un personnage là. Alors, on ne sait pas trop si c'est une fille ou un garçon, mais il a des longs cheveux et en même temps, il a un corps, donc voilà, donc on ne s'est pas prononcé par rapport à ce personnage-là. Par contre, juste au-dessus, il y a une phrase qu'on a retrouvée régulièrement. On en a prise une parce qu'on l'a trouvée rigolote. Laurence se lève, dévale les marches, court dans tous les sens en cherchant désespérément la sortie. Alors si après on vient dire que les filles n'ont pas le sens de l'orientation. Voilà, aussi une phrase aussi ici où une jeune fille s'est perdue. Donc qu'est-ce qu'on fait? Elle ne savait pas quel chemin prendre, il est possible qu'elle se soit perdue, quelle est la meilleure chose à faire, attendre qu'elle arrive ou nous en aller. Voilà, ça je pense que ça, au niveau de la motricité, ça parle de soi. Voilà. Alors ici c'est intéressant parce qu'il y a un groupe d'enfants, d'accord? Il y a Marc, Henri, Pierre, Sonia et Jeanne qui discutent à propos du montage de la tente. Qui pourrait dire selon vous, moi je monterai les piquets? C'est une question qu'on pose à l'enfant. Et dans l'exercice suivant, c'est rigolo parce que après on dit, dans tous les cas, c'est Marc qui parle. Voilà, pour l'exercice. Voilà aussi un personnage qui revient, on parlait des personnages récurrents. Ben voilà un.
Alors on pourrait se dire, c'est chouette, il fait les courses, parce qu'en même temps, dans les personnages récurrents, c'est ça aussi qui est intéressant à pointer, c'est que quand il n'y a qu'un personnage masculin, il est obligé de faire un peu tout. Donc là, il se retrouve obligé à faire les courses. Mais il ne fait pas n'importe quelle course, et il ne fait pas n'importe comment. Il n'est pas représenté avec un caddie. Là, par rapport à la maladresse, perdre ses affaires, casser ses affaires, c'est quelque chose qui revient souvent. On en a pris une, voilà, mais il y en avait plein d'autres. Alors, quand je vous disais par rapport aux apparences physiques, c'est souvent des filles, ben voilà, on en a choisi un aussi. Et on voulait terminer par celui-ci, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. La panne. Hier soir, quand papa est rentré du travail, maman lui a annoncé « Le réfrigérateur ne fonctionne plus ». « C'est vraiment dommage », a répliqué papa. « Il n'est pas si vieux que ça et il aurait pu encore servir pendant plusieurs années. » Puis papa s'est changé, il a pris sa caisse à outils, il a ouvert la porte du frigidaire et il a tout de suite constaté qu'il n'y avait plus de courant. Il a regardé la prise, il l'a rebranchée et il a appelé maman. Il lui a expliqué « Le chiot a débranché la prise. Ton réfrigérateur fonctionne parfaitement. » Il n'a pas ajouté « pauvre cruche » à la fin, mais voilà. À un moment, on pense qu'il le pense quand même. Hein. Donc, on voulait terminer par celui-là parce que, voilà, ça, nous aussi, on a ri quand on l'a vu, on a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Tout ce qu'il y a là-dedans, papa, il va au travail, puis il revient, et puis maman, le réfrigérateur, et puis... Mais en fait, il n'était pas en panne, mais elle n'a pas regardé, enfin voilà. Donc, on trouvait que c'était au niveau de la tâche, sphère publique, sphère privée, au niveau des compétences attendues, là, c'est clair, au niveau du caractère, voilà. C'était un petit florilège. Voilà. Alors, au niveau de la discussion, premier constat, voilà, il persiste actuellement, 5 minutes, il persiste actuellement dans les manuels scolaires analysés un nombre important de stéréotypes sexués. Vous vous souvenez de la question du début? Est-ce qu'il y en a? Notre réponse maintenant, 6 mois après, oui. Alors, une notion importante, parce qu'on ne voudrait pas, voilà, je vais le dire comme ça, on ne voudrait pas penser que les plus défavorisées là-dedans, ce sont les filles dans les livres. Je sais que je risque de choquer en disant ça, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que les assignations, et là je suis sur le qualitatif, les assignations, elles portent autant sur les filles que sur les garçons. Quand on oblige un garçon à sortir ou une fille à rester à l'intérieur, l'assignation, elle est là sur les deux. Voilà. Alors les effets des assignations sont différents, les effets, les conséquences, mais les assignations portent sur les deux. Alors, on s'est posé la question au fil de nos rencontres, parce que nous avons rencontré plein de gens quand on a fait ces études-là, avec des réactions diverses, dont on pourra parler plus tard si vous le souhaitez. Une des premières choses qu'on nous a dit, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de féminisation, excuse-moi, qu'il n'y ait pas de féminisation dans les livres, parce que ça complique l'apprentissage des enfants. Alors ça, cet argument, ça nous laisse un peu perplexes. On ne va pas entrer dans les compétences et dans la notion d'identification et de compétences, parce que je pense que voilà, vous avez ça en tête ou dans vos cours. Mais en tout cas, nous, on s'est posé la question, on se dit on peut quand même questionner en quoi est-ce plus compliqué d'avoir une attention dans les manuels aux assignations de rôles et tâches, par exemple en disant, au lieu de dire papa bricole, maman cuisine, de dire papa cuisine, maman bricole, vous avouerez qu'au niveau de la lecture et de l'écriture, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà. Je ne suis pas sur les notions d'identification. La réponse que vous avez donnée, c'était l'apprentissage par les compétences. Papa est dans le jardin, maman est dans la cuisine, etc. Par rapport à la représentation, Rachid mange une orange, Rachida mange une orange. Voilà, même chose. On s'est posé la question à un moment aussi, qu'est-ce qui fait qu'on ne met pas d'auteur féminin? Ça, vous pourrez le lire dans l'étude à un moment donné aussi, par rapport au personnage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est vraiment au niveau de l'apprentissage et des difficultés d'apprentissage que se situe cette justification de présence de stéréotypes sexués? Nous, on n'en est pas du tout convaincus. Alors, je vous l'ai dit depuis le début, on est des militantes. Hein. Donc voilà. Et donc, on s'est dit, s'il ne s'agit pas d'une question didactique, parce que d'autres personnes nous ont dit, mais non, c'est pas ça. Si l'absence de féminisation dans les manuels ne sous-tend pas une facilitation dans une démarche pédagogique, qu'est-ce qu'elle sous-tend? Alors, une deuxième question qu'on s'est posée, les manuels reflètent-ils la réalité des enfants? Alors, ça a fait écho à des questions qui ont été posées ce matin. Donc, effectivement, notre point de vue, c'est qu'au vu de l'analyse des manuels, on se questionne sur cette question-là. Voilà, donc, éducation... Pardon ? 2 minutes. D'accord. Une éducation différenciée, alors,
On peut effectivement penser, si l'enfant tient pour vrai, c'est dans les manuels scolaires, que ça conditionne une partie de son identité. Mais qu'en est-il s'il ne se retrouve pas dans les manuels scolaires pour sa construction identitaire propre? Donc ça, c'est une première question qu'on se pose, un premier constat qu'on évoque. Le deuxième, c'est qu'effectivement, l'enfant est face à des images dissonantes au niveau de sa réalité familiale aussi, dans la mesure où si on représente systématiquement une famille dans laquelle il y a un papa, une maman et des enfants, est-ce que tous les enfants s'y retrouvent? Est-ce que tous les enfants peuvent effectivement se dire « je me retrouve là-dedans et je ne suis pas dans une position qui me met à mal, moi en tant que personne et moi en tant qu'enfant dans ma famille ». Donc on pense par là effectivement au nombre croissant de familles monoparentales, de familles recomposées, de familles homoparentales. Donc toutes ces choses qui font que l'enfant se construit jour après jour. Alors on va directement aller aux conclusions, je pense aux perspectives. La question c'est, les manuels scolaires étant aux yeux des élèves ce que l'on peut tenir pour vrai, il paraît essentiel de s'atteler à ce qu'ils soient non plus le miroir des inégalités, des discriminations de la société actuelle, mais bien le reflet de la société qu'on voudrait voir exister. Ouvrir un livre comme ouvrir une porte vers une autre réalité possible vers laquelle il faut tendre. Alors quand je dis ça, on parle toujours d'adultes en devenir, d'accord ? Moi, je dis effectivement par rapport aux adultes en devenir que sont les enfants, mais aussi par rapport à eux, ce qu'ils vivent ici et maintenant, en tant qu'enfants, dans leurs loisirs, dans leur filière scolaire, dans leurs tâches, ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Voilà, tout ce qui fait qu'à un moment donné, en étant enfant aujourd'hui, on est assigné. Et pour moi, ça questionne vraiment, et pour nous, au niveau des CMA, le modèle de société qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société de reproduction, où chacune a son rôle prédéfini, les goûts établis, les compétences, les qualités attribuées, dans une vision très stéréotypée, voire clivée des filles et des garçons, ou bien voulons-nous une société qui permette les mêmes choix de vie aux uns, aux unes et aux autres, en prenant en considération, ce que chaque enfant est, ce qu'il aime, ce qu'elle aime, ses goûts, ses compétences, son histoire, et pas ce qu'il est censé être en fonction de son sexe. Voilà. Est-ce qu'on veut mettre les enfants sur des rails ou est-ce qu'on veut permettre à chaque enfant de parcourir le chemin qu'il ou qu'elle se crée? Pour moi, c'est vraiment la véritable question. Voilà. La bibliographie et les contacts. Voilà. Et l'étude dont on vient de vous parler, de manière brève, l'étude elle fait presque 100 pages avec plein d'exemples. Elle sera disponible sur le site des CMA très bientôt. Et la grille d'analyse, elle sera disponible pour quiconque nous en fera la demande. Nous avons été notamment contactés par des maisons d'édition qui avaient envie de l'avoir à leur disposition, qui avaient envie d'une collaboration éventuelle pour travailler autour de ça. Notre objectif dans cette étude, ce n'était pas de pointer une maison d'édition par rapport à une autre du tout, mais bien d'attirer l'attention sur ce que chacune a un moment entre les mains. Et je reviens avec la définition du manuel qui est réputé infaillible de la part des enfants. Voilà. Ça c'est